Alors, Bonjour bonsoir docteur. à tous. Je suis le docteur Di Maria, je suis médecin généraliste et addictologue, et on m'a proposé de faire un petit topo dans le cadre du mois sans tabac, à destination des professionnels de santé, alors plutôt les médecins généralistes ainsi que les prescripteurs de substituts nicotiniques. C'est-à-dire beaucoup de professionnels finalement, tous les médecins, ainsi que les sages-femmes, ainsi que les dentistes, les infirmiers, les kinés et même les orthophonistes. Donc en fait, on a beaucoup de professionnels de santé. Alors j'en ai peut-être oublié, mais non, je pense que j'ai à peu près tout dit. On a beaucoup de professionnels de santé qui peuvent prescrire des substituts nicotiniques, mais qui ne le font pas en général parce que soit ils se sentent pas légitimes, soit ils n'ont pas les connaissances sur les bonnes techniques. L'idée, c'était de donner des informations sur la méthode de repérage précoce, intervention brève. C'est surtout des outils pour essayer de motiver le patient, avoir une approche motivationnelle pour pas le brusquer. Et puis ensuite pour avancer pas à pas avec le patient. Et puis l'autre chose essentielle que je voulais transmettre, c'était les substituts, enfin voilà, les méthodes d'introduction et ensuite voilà, pour doser, titrer les substituts nicotiniques. Donc je vais vous partager un petit diaporama que j'ai récupéré d'une formation que je donne par ailleurs. Hop. Donc le tabac, pourquoi il faut en parler? C'est la première cause de décès évitable. Bon, en 2015, c'était 75 000 décès, c'est à peu près toujours pareil. Et pourtant, c'est pas un motif de consultation si fréquent, notamment en médecine générale. On est sur 24% de la population. Voilà. La majorité, en fait, des fumeurs vont tenter de diminuer ou d'arrêter sans aide. C'est pour ça que finalement, ils vont pas tout de suite venir consulter. Ils vont commencer à en parler, surtout quand ils ont essayé plusieurs fois, ou alors le médecin va en parler quand il y aura des conséquences vraiment visibles. Pourquoi on n'en parle pas assez? Peut-être le médecin généraliste se sent pas légitime. Bon, et a fortiori tous les autres professionnels de santé aussi. Donc il y aurait la question de se former pour se sentir plus légitime. Alors la prévalence globalement, elle est plutôt en diminution ces dernières années, notamment depuis 2016, grâce à plusieurs choses. La débanalisation du tabagisme à travers la campagne du mois sans tabac. Hein, tout d'un coup, on a dit, bah en fait, c'est pas forcément très bon pour la santé. Voilà. Et il faut effectivement s'attacher à faire des campagnes de prévention sur les autres produits, sur l'alcool, les drogues dures, etc. Mais le tabac aussi, c'est pas bon. D'ailleurs, c'est le produit qui va avoir le plus de risques sur la morbidité et la mortalité. Donc, le mois sans tabac, ça a aidé beaucoup de personnes à se motiver en utilisant du coup les outils de marketing social, hein, donc de la publicité, des stands, etc. Donc, une sorte d'ambiance comme ça, et c'est devenu à la mode en fait d'essayer d'arrêter de fumer. Euh, L'autre chose qui a aidé à partir de 2016, c'est vraiment l'engouement des nouvelles méthodes là, de substitution nicotinique avec les vapes, qui ont eu un grand succès parce que ça permettait d'avoir à peu près le même geste, le même comportement, mais en arrêtant de fumer. Voilà. Donc globalement, ça c'était en 2019, mais globalement c'est toujours à peu près le même constat. Plutôt en diminution, ça se ralentit un peu. Sur la France, quoi dire? En Pays de la Loire, puisque là on est dans le cadre de la CPTS Nantes Grand Ouest, on est plutôt bon par rapport aux autres régions. C'est-à-dire dans le sud de la France, notamment, il y a beaucoup de fumeurs, peut-être parce qu'ils sont plus en plein air, peut-être qu'il y a des populations plus âgées aussi. Et puis dans le nord aussi, on va retrouver aussi beaucoup de tabac. Hop.
Et alors, donc, du coup, je voulais vous parler de ce qu'on appelle le repérage précoce intervention brève, le RPIB. On va commencer par un repérage précoce. À quel moment? Soit si le patient souhaite faire quelque chose par rapport à son tabagisme, soit au moment où il y a une opportunité. On a un nouveau patient, donc on va lui poser des questions sur ses habitudes. Ou alors il a un problème ORL, une infection pulmonaire. Ou alors on a repéré qu'il a un facteur de risque cardiovasculaire. Donc là, ça va être de manière opportuniste. Effectivement, il ne faudra pas oublier de questionner le tabagisme. Bien sûr, le certificat de sport. La contraception, la grossesse, voilà. Contraception parce qu'il y a les risques cardiovasculaires à essayer de repérer, hein, le tabagisme en fait partie. La chirurgie programmée parce que, bien sûr, on sait que le tabagisme va vraiment diminuer les capacités de récupération et de cicatrisation. Donc là-dessus, il y a beaucoup de programmes, notamment au niveau hospitalier, pour proposer en fait des consultations de tabacologie en amont des chirurgies. Voilà, ils sont assez organisés là, à ce niveau-là dans pas mal d'hôpitaux. Comment aborder? Les grands principes, être à l'écoute du patient, en empathie, en bienveillance, éviter de juger. Vous imaginez ce que vous avez fumé tout ce temps-là? D'éviter la confrontation. Ah non, maintenant, ça suffit, hein. Essayer de faire des questions ouvertes pour essayer de comprendre un petit peu mieux la réalité de la personne. Je vais en parler un peu après. Et puis, essayer de faire des reflets aussi pour que la personne ait l'impression effectivement qu'on la comprenne bien et puis pour vraiment se mettre dans son univers. Voilà, je vais en parler aussi après pour les outils. Une phrase d'accroche: est-ce qu'il vous arrive de fumer? Vous arrive-t-il de fumer? C'est une phrase plus ouverte que est-ce que vous fumez? Voilà, il y a un certain nombre de fumeurs qui fument occasionnellement, auquel cas ils risquent de répondre non à la question êtes-vous fumeur? Voilà, donc vous arrive-t-il de fumer? Ça va être plus large. Et puis ensuite, on va pouvoir proposer soit le conseil minimal. Le conseil minimal, on va le retrouver dans certaines fiches par est-ce que vous voulez changer votre consommation? Tout simplement. Est-ce que vous souhaitez modifier votre consommation? Et si c'est le cas, on peut donner des brochures, on peut proposer de reconsulter. Ce serait le conseil minimal pour lorsqu'on n'a pas le temps, par exemple, en fin de consultation. Ou bien si la personne n'est pas encore vraiment, se questionne pas vraiment encore précisément sur la chose. On peut utiliser des tests, alors le Fagerstrom, qui va surtout tester la dépendance physique, le mini Fagerstrom qui est plus court. Il y a un autre test qui est un peu plus large, le Cigarette Dependence Scale, qui va également tester les autres dépendances, c'est-à-dire dépendance physique, comportementale et psychologique. Donc l'étape d'après, avec l'autorisation du patient, donc on va proposer une intervention brève. Voilà. Est-ce que donc voilà, vous souhaitez changer quelque chose? Ah oui, j'aimerais bien diminuer ou arrêter. D'accord, je vous propose qu'on fasse le point. Pour faire le point, du coup, il faut savoir depuis quand la personne fume, le type de tabac, la quantité de tabac. Faut savoir qu'il y a des tabacs plus ou moins forts. Les cigarettes blondes, qu'on appelle blondes industrielles, c'est moins fort que les cigarettes roulées, en fait, hein. Le tabac à rouler, il est plus gras, il n'est pas traité. Et donc, il est beaucoup plus riche en nicotine, beaucoup plus riche aussi en goudron et en pesticides, en substances toxiques. Voilà. Et puis, les autres choses au niveau des consommations, c'est intéressant d'en profiter pour demander s'il y a d'autres addictions, notamment le cannabis, parce que c'est fréquemment associé, l'alcool et les troubles du comportement alimentaire. Intéressant de questionner aussi donc sur l'alcool parce qu'il y a souvent un co-usage et que on sait que si on agit uniquement sur le tabac et pas sur l'alcool, il y aura des risques de rechute tabac, hein. Et puis inversement,
Si on agit que sur l'alcool et pas sur le tabac, ça sera moins efficace. Donc les personnes qui ont les doubles addictions, la tabac et alcool, ça va être intéressant d'avoir un peu une double prise en charge. Alors pas forcément concomitante, mais de vraiment se poser la question des deux. Voilà, les troubles du comportement alimentaire, pourquoi je l'ai mis là dans les questionnements, c'est qu'on sait que les personnes qui ont en tout cas un déséquilibre alimentaire, lorsqu'ils arrêtent de fumer, ils vont prendre beaucoup plus de poids. Donc il faut questionner, éventuellement faire une enquête alimentaire, réfléchir à enfin voilà, informer notamment sur qu'est-ce qu'un équilibre alimentaire. L'éco-addiction, je vais passer assez vite. En fait, c'est rarement pas le moment de diminuer ou d'arrêter de fumer, mais on va quand même être prudent dans certaines situations lorsqu'il y a un trouble psychiatrique ou addictologique non stabilisé. On sait que le moment où on arrête de fumer, eh bien, il y a un petit peu plus de stress, donc ça pourrait peut-être être déstabilisant. S'il y a une échéance intellectuelle aussi, peut-être qu'il vaudrait mieux mettre un délai un peu plus tard, ou un trouble du comportement alimentaire, ou un déséquilibre alimentaire, voilà, comme je disais juste avant. On va faire plusieurs étapes. En général, il vaut mieux commencer à questionner les effets recherchés. Voilà, quels sont les effets recherchés de votre consommation? Alors, la plupart du temps, bah, ça peut être prendre du plaisir, tout simplement, partager avec les amis. Et puis, souvent, dans les effets recherchés, bah, il va falloir parler quand même de la dépendance physique. Bah oui, je fume parce que j'ai besoin de nicotine. Je fume parce que je n'ai pas envie d'être en manque de nicotine. Voilà. Donc ça, réussir à questionner toutes ces choses-là pour comprendre la réalité de la personne. Ensuite, on va essayer d'aller doucement vers les effets négatifs. Voilà, vous m'avez parlé de tous ces effets recherchés, vous fumez pour ces situations, pour ces raisons-là. Mais finalement, est-ce que ça vous apporte des problèmes, la cigarette? Il y a des personnes qui ne constatent pas directement de problème, donc on peut aussi donner des exemples. Personnes qui ont, à l'extrême, qui ont des problèmes respiratoires, hein, qui sont gênées pour respirer, ou alors qui ont des reflux acides. En fait, ça va toucher tout l'organisme. Et à minima, ça peut être juste, bah, ça me pose comme problème que je sens mauvais de la bouche, mauvaise hygiène bucco-dentaire, j'ai une peau qui n'est pas en bonne santé. Puis il y a d'autres personnes pour qui le seul effet négatif, bah, c'est l'aspect financier. Voilà, ça me coûte de l'argent et voilà, ça peut être parfois un levier sur lequel on peut agir. Donc une fois qu'on a parlé des effets recherchés et des effets négatifs, on peut faire une première balance, essayer de comprendre bah, finalement avec si vous faites la balance entre ces deux choses-là, est-ce que vous aimeriez vraiment arrêter ou diminuer vos consommations? Donc la plupart du temps, l'objectif, ça va être que les personnes vont dire bah oui, j'ai pas tant d'effets positifs et par contre j'ai quand même un certain nombre d'effets négatifs, j'aimerais vraiment changer. Et à ce moment-là, on va faire une deuxième balance décisionnelle, deuxième balance, où on va parler d'un côté des difficultés à changer, et d'un autre côté, on va parler des aides pour le changement. Hein. Pour chaque difficulté, on va essayer de réfléchir aux aides qui peuvent être proposées. Donc là, pourquoi je fume? Il peut y avoir plein de raisons. Là, vous pouvez retrouver dans le triangle de Liebenstein un certain nombre d'éléments. Le test de Horn qui permet aussi d'aller questionner voilà, pourquoi je fume. Mais de manière générale, alors c'est souvent soit pour le plaisir, soit pour le soulagement. Alors le plaisir, la relaxation, la stimulation, la manipulation. Alors le soulagement d'un manque physique, ou alors par habitude, ou alors, donc par habitude c'est la dépendance comportementale, ou alors le soulager les émotions, réconforter, récompenser, donc ça c'est plutôt la dépendance psychologique. Donc pourquoi on fume? Notamment la dépendance physique. Donc là, pour parler de la dépendance physique, il faut parler vraiment de cette nicotine qui est donc dans les constituants du tabac. Cette nicotine, lorsqu'on fume,
ça fait un effet shoot en 7 secondes. Et c'est une demi-vie courte de 1 heure et demie à 2 heures. Or, on sait que plus un produit agit vite et fort, plus il rend dépendant. Donc on sait que en fait, le tabac, c'est une drogue dure, entre guillemets. Hein, c'est une drogue qui rend très addict. Les autres produits là qu'il y a dans le tabac, c'est plutôt les produits qui donnent des effets indésirables, hein, monoxyde de carbone, les substances irritantes et les substances cancérigènes. Voilà, comme je disais tout à l'heure, ça agit un peu sur tous les éléments de l'organisme. Ne pas oublier que ça agit aussi sur la vessie et que ça donne des cancers de la vessie. Mais sinon, voilà, on sait très bien qu'il faut aller dépister au niveau ORL, au niveau cardiovasculaire, pulmonaire, digestif également. Donc, puis après, sur la peau, ça donne quand même une mauvaise peau. Les effets sur le cerveau. Alors globalement, c'est plutôt un psychostimulant, le tabac. Et donc on a l'impression que ça va parfois masquer certains troubles cognitifs pendant un certain temps. Mais à contrario, comme ça a des effets sur le vasculaire, en fait sur les vaisseaux du cerveau, ça abîme les vaisseaux du cerveau. Donc il y aurait une sorte de contrebalancement entre le côté psychostimulant, mais le côté où ça abîme le cerveau. Et globalement, au bout d'un moment, en fait, ça va plutôt abîmer le cerveau. Il y a un certain nombre de personnes, d'ailleurs, on va repérer que lorsqu'ils vont arrêter de fumer, il va y avoir une sorte de décompensation au niveau cognitif. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient abîmé leur cerveau au niveau vasculaire, et puis finalement, le psychostimulant du tabac a réussi à compenser. Une fois qu'il n'y a plus le psychostimulant du tabac, en fait, les problèmes vasculaires du cerveau sont toujours présents. Ok, donc comme je vous disais tout à l'heure, on va faire d'abord la balance décisionnelle entre les effets recherchés et les effets négatifs. On va essayer de trouver une ambivalence, c'est-à-dire il y a deux valeurs qui s'opposent. J'aime fumer, la valeur j'aime fumer dans les effets recherchés, et la valeur j'ai envie de prendre soin de ma santé quand même. Voilà, donc on va essayer de rechercher cette ambivalence et ensuite de se donner un objectif. Est-ce que ça serait diminuer ou arrêter? Voilà. Donc après, on va parler des difficultés. Donc les principales difficultés, la dépendance physique, dépendance comportementale et dépendance psychologique. Dépendance physique, donc ça se manifeste par le syndrome de sevrage à l'arrêt, un ensemble de troubles physiques et psychologiques qui vont être surtout présents pendant le premier mois. Pendant le premier mois, on a notamment l'irritabilité, l'agitation, les troubles de concentration, l'humeur dysphorique ou dépressive, l'insomnie, qui sont présents pendant le premier mois. Et puis, ce qui va durer parfois beaucoup plus que le premier mois, donc pendant 2 mois, 3 mois, l'envie de fumer, en fait, elle peut persister au-delà du premier mois, ainsi que l'augmentation de l'appétit ou du poids. Et donc, c'est surtout dur pendant le premier mois, et c'est pour ça qu'on a proposé le mois sans tabac, notamment, parce qu'on sait que si on arrête plus d'un mois, on a 5 fois plus de chances de réussir à rester abstinent par la suite. Donc voilà, on fait vraiment beaucoup plus d'efforts sur le premier mois. Et donc en face de cette dépendance physique, on va essayer de proposer des aides. Donc pour essayer les aides face à la dépendance physique, comportementale et psychologique, c'est notamment de prendre conscience et de prendre confiance. De connaître les bénéfices à l'arrêt. Ça va être d'en parler déjà à l'avance aux patients. En fait, on sait que quand on va arrêter, on va effectivement améliorer un certain nombre de choses. Ça peut être les aides médicamenteuses, le déconditionnement, le découplage, ça c'est au niveau notamment dépendance comportementale. Hein. Si on fume quand on boit du café, hein, c'est un truc assez souvent décrit, on va peut-être arrêter le café ou prendre une autre boisson, chaude pour essayer de diminuer ses envies de tabac. Il y a également les stratégies non médicamenteuses.
Mais de manière générale, on va éviter les situations à risque et éviter les pensées permissives. Alors, les situations à risque, on les identifie bien en fait, en général, effectivement, ça va être oh bah on va sortir, on va voir des amis qui sont fumeurs. Bah, pour éviter la situation de l'ami fumeur qui nous propose une cigarette, ça peut être soit de ne pas sortir, bon, ça marche pas, on peut peut-être pas faire ça tout le temps, mais ça peut être d'emblée de prévenir l'entourage qu'on a arrêté de fumer, qu'on veut pas être sollicité là-dessus. Ça peut être une bonne stratégie. Et puis ce qu'on appelle les pensées permissives, c'est ok, en fait, j'ai arrêté de fumer ou j'ai vraiment diminué, je peux peut-être quand même me permettre de fumer un petit peu. Bah, ça, en fait, on sait que le tabac, qui est quand même assez addictif, en général, une fois qu'on essaie d'arrêter, il vaut mieux pas retoucher du tout à une cigarette, sinon ça relance l'envie de cigarette. Et puis l'autre chose sur laquelle on peut travailler, c'est de savoir affronter le craving, c'est-à-dire se mettre en situation. Imaginez-vous, il y a quelqu'un qui vous propose une cigarette, qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment vous allez gérer cette sensation d'envie irrépressible? Comme une émotion en fait, une émotion forte. Donc ça peut être justement d'avoir un peu des petites stratégies. Souvent, ce que je dis aux patients, c'est d'avoir une mallette à outils enfin une mallette d'urgence de voilà, quand j'ai envie de fumer, comment je peux faire pour pas fumer? Les principales techniques en général, c'est par exemple boire un verre d'eau, se laver les dents, faire un tour, appeler un ami. Voilà, il peut y avoir plein de techniques comme ça qui sont non médicamenteuses. Euh, on va parler des médicaments après. Je parlais du coup de connaître les bénéfices à l'arrêt du tabac. Donc, voilà, on sait qu'il y a des bénéfices qui vont apparaître progressivement. 20 minutes après, la pression diminue, la pression artérielle diminue. 8 heures après, la quantité de monoxyde de carbone. 24 heures après, le risque d'infarctus diminue, etc., etc. 48 heures après, bien sûr, le goût et l'odorat. Ça, c'est très souvent quelque chose qui est intéressant. Et puis ensuite, la toux et la fatigue diminuent. Il faut savoir qu'au début, quand on arrête de fumer, on tousse un peu plus en général, puisque le tabac faisait un effet un peu anesthésique comme un anesthésiant au niveau de la gorge, au niveau de la trachée. Et quand il n'y a plus de tabac, en fait, bah, ça se réveille et on a tendance à tousser plus. En fait, c'est pour éliminer les poussières qui s'étaient accumulées. Et en général, cette toux, elle va durer effectivement pendant quelques semaines. Beaucoup de patients qui me disent, bah, moi, je voulais arrêter de fumer parce que je toussais trop, et puis j'arrête de fumer, c'est encore pire. Il faut essayer de les motiver, leur dire c'est normal au début, peut-être de tousser un peu plus, mais ensuite on récupère du souffle et puis ça s'amende progressivement. Voilà. Et ensuite, bah, ça met quand même du temps de récupérer quasiment une espérance de vie identique aux autres personnes non fumeurs. Le tabac, oui, c'est donc une addiction très dure. Hein, là, on voit le nombre de personnes qui réussissent, là, dans une étude, qui réussissent à arrêter de fumer. Bah, en fait, comparé aux autres produits, notamment, vous voyez les opiacés, qui est considérés quand même comme une drogue dure par excellence, bah, finalement, ils arrivent beaucoup mieux à arrêter. Bon, alors peut-être parce qu'ils ont un substitut qui est bien identifié, des substituts qui sont bien identifiés et facilement acceptés. Mais la nicotine, voilà, moins de 10%, c'est quand même, que c'est quand même très dur. Et puis, il faut encourager. On sait que plus les personnes vont essayer d'arrêter, plus elles vont y arriver. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont bien plus de chances, même si elles ont eu un échec, elles vont pouvoir analyser qu'est-ce qui les a mises en échec, et au contraire, la fois d'après, vont faire mieux. Hein. En général, on le fait de mieux en mieux. Donc les gens, même s'ils ont fumé depuis 40 ans, quand ils disent bah ça fait 40 ans que je fume, je vais jamais arriver, vous pouvez leur dire bah oui, en fait, plus vous avez essayé, donc plus vous essayez tard d'ailleurs dans votre vie, plus vous avez de chances de réussir. Et c'est toujours bénéfique d'arrêter, hein, d'ailleurs, hein, puisque là on voit que quand on arrête à 45 ans, eh bien le VMS, donc le niveau respiratoire, eh bien on a en fait une capacité respiratoire qui reste très, très correcte jusqu'à quasiment 90 ans. Bon, par contre, là, au-delà de 65 ans, ça commence à être compliqué.
Mais il faut quand même faut quand même se motiver. Voilà, donc on va essayer de valoriser les personnes, heu, que voilà, en essayant de motiver au maximum. Alors, dans certains cas, les gens, au début, ont du mal à voir, en fait, la réussite. Éventuellement, ils n'ont pas réussi à arrêter d'un coup. Bah, on peut leur dire déjà une 1re, chose où on peut les valoriser, c'est qu'ils ont continué à venir en consultation. Ils sont revenus consulter par rapport à ça. Ou alors finalement déjà ils ont diminué leur consommation et essayer de voir déjà s'il y a des bénéfices à avoir diminué. Ça Voilà, d'essayer de les identifier. Peut-être eux-mêmes n'en se sont pas rendus compte, d'essayer de repérer qu'en fait ils ont une meilleure peau, ils ont l'air d'être un peu moins essoufflés. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Ou alors ça peut être d'utiliser, alors on a des CO-testeurs. Ça, c'est un genre d'appareil où on souffle pour mesurer le taux de monoxyde de carbone. Donc là, en tabacologie, en général, on a tous accès à ce genre de dispositif. En fait, au niveau du CO-testeur, on verra que les gens qui ont diminué leur consommation, ils vont améliorer en fait ça va diminuer leur taux de monoxyde de carbone. Ça peut motiver aussi d'avoir ça. Les leviers aussi, c'est l'exemplarité, les valeurs, ça peut être prendre soin de sa peau. Et puis, ne pas hésiter à faire revenir les personnes, en fait, hein, de proposer plusieurs consultations. Des traitements qu'on va proposer, alors, là, je vous parlais du Fagerstrom quand même, qui est un des premiers tests de base, qui est de questionner combien de temps après vous êtes réveillé, fumez-vous votre première cigarette. Ça, c'est un indicateur vraiment de la dépendance physique à la nicotine. Donc, quand c'est très rapide, c'est qu'il y a une dépendance physique importante. Et quand c'est plus de 60 minutes, en général, il y a quand même une moindre dépendance physique. Ça va nous aider notamment à savoir si on a intérêt à donner des patchs pendant la nuit. Puisque, en fait, quand les gens ont besoin de fumer dans les 5 minutes qui suivent leur réveil, c'est qu'ils sont vraiment en manque pendant la nuit. Ça aurait été mieux qu'ils aient de la nicotine, en fait, sous forme de patch. Oui, en tout cas, quand ils se réveillent, ils ont intérêt à prendre de la nicotine rapidement. Alors que ceux qui fument, qui peuvent très bien attendre au moins au-delà de 60 minutes au réveil, ils peuvent avoir des patchs, mais pas forcément sur la nuit, hein. Il existe des patchs à prendre sur la journée, hein, pour pas donner de marque. C'est ceux-là, là, par exemple. Les Nicorette Skin, ils sont sur 16 heures. Voilà. Et puis, deuxième question, combien de cigarettes par jour? Donc là, ça va nous permettre de pouvoir doser combien de nicotine on va proposer à la personne. Et puis on sait que aussi, plus la personne fume, plus il y a vraiment un risque de dépendance importante. Donc qu'est-ce qu'on va prescrire en général? On va prescrire, surtout pour les gens qui fument plus de 10 cigarettes, on va proposer des patchs. Il y a plusieurs dosages. En gros, il faut calculer que lorsque la personne fume 10 cigarettes, ça correspond à peu près à 10 mg par jour. Donc à ce moment-là, on va proposer des patchs autour de 10 mg par jour. Alors il en existe, en fait, il y a plusieurs dosages, on peut retrouver ça là sur Internet, mais on a des patchs sur 24 heures qui font 7, 14 ou 21. Et on a des patchs sur 16 heures qui font 10, 15 ou 25. Donc là, en fait, là, dans le cas de la personne, effectivement, qui fume 10 cigarettes, elle pourrait prendre 10 mg sur 16 heures. Ça pourrait être intéressant. Après, tout dépend, est-ce qu'elle fume dès le matin? Si elle fume dès le matin tôt, on va lui donner plutôt sur du 24 heures. Donc on va donner un patch qui va donner une petite dose de nicotine, voilà, mais qui va pas forcément soulager tous les moments d'envie un peu plus forte. En fait, ça se manifeste un peu comme des vagues qui vont correspondre aussi à des moments de la journée où on aura tendance à fumer, c'est-à-dire ça peut être les moments de pause, ça peut être les moments où on est un peu en déplacement, ça peut être les moments où on interagit, on est sollicité par d'autres personnes qui fument.
Et voilà. Et donc, du coup, au moment de ces vagues, en plus du patch, on a 3 possibilités. Moi, c'est ça que j'explique aux patients, c'est que vous mettez le patch, et puis, si vous avez malgré tout une envie, soit vous fumez au moment de cette envie, car on a le droit de fumer avec un patch, soit vous prenez un substitut rapide, je vais en parler un peu plus tard, substitut nicotinique rapide, soit vous essayez de faire autre chose. Et on sait que quand on fait autre chose pendant au moins 2 minutes, cette vague, en fait, elle redescend assez vite. Donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des techniques comme prendre un verre d'eau, se laver les dents, appeler un ami, faire un tour. Bah, en fait, on détourne l'attention et ensuite la vague, elle redescend bah, jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle vague par la suite. Voilà. Donc après, il y a un truc important à savoir aussi, c'est que la nicotine sous forme fumée, elle agit très vite, comme je disais tout à l'heure, et c'est ça qui fait son potentiel de dépendance importante. Mais nous, en fait, on va proposer une nicotine au patient qui est sous une autre forme, qui va agir moins vite, donc qui va rendre moins addict, hein, qui va rendre moins accro, mais qui va quand même permettre de substituer, c'est-à-dire de ne pas être en manque. Donc il faut bien expliquer aux patients que les substituts nicotiniques, bah, ils ne vont pas agir aussi vite que la cigarette, mais par contre, ils vont leur permettre de ne pas être en manque. Et notamment, bien savoir que la plupart des substituts nicotiniques, bah, c'est plutôt autour de 20 à 30 minutes avant qu'ils agissent vraiment. Hein, la gomme, alors les patchs, c'est encore plus lent. Hein, c'est pas dès que vous mettez le patch que vous êtes calmé au niveau de vos envies. Bah, les gommes à 2 mg, les gommes à 4 mg, c'est à peu près pareil. Donc il y a des pastilles, il y a des comprimés, c'est un peu la même cinétique que les gommes. Donc l'inhaleur, c'est un qui va un peu plus vite, vous voyez, qui est en jaune. Celui-là, comme c'est sous forme de spray dans la bouche, c'est déjà liquide, ça va être absorbé plus rapidement. Donc là, c'est important oui, de savoir que toutes les formes rapides, c'est par voie transmuqueuse dans la bouche que ça va être absorbé. Hein, ça sert à rien de prendre la gomme et d'avaler directement sa gomme. Hein, on va mâcher de temps en temps la gomme et ça va diffuser de la nicotine dans la bouche et c'est par ce biais-là que ça va passer. L'inhaleur, c'est pareil. Le spray, finalement, alors le spray, alors je me suis trompé, j'ai parlé d'inhaleur tout à l'heure. L'inhaleur, ça ressemble un peu à une cigarette électronique. C'est le seul qui n'est pas remboursé. Bon, c'est rare qu'on le prescrive. Ça peut être intéressant pour ceux qui veulent vraiment avoir une forme de nicotine la plus proche de la vape. Voilà. Mais sinon, voilà, celui qui est le plus rapide, c'est le spray. Voilà, vous voyez, en 5 à 10 minutes, ça va être très rapide. Donc là, le spray il va être réservé, par exemple, pour les personnes qui, elles n'ont pas forcément d'envie tout le temps, mais quand elles ont une envie, ça vient très vite, elles n'arrivent pas du tout à résister. Ça va être par exemple les gens qui vont fumer que en soirée, et puis du coup, ils vont avoir des envies fortes quand ils sortent, quand ils sont avec les amis fumeurs. Là, ça leur vient d'un coup et il faut qu'ils aient une forme de nicotine rapide qui va agir quand même assez vite. Voilà les différentes formes. Alors, il y a des avantages et des inconvénients à chaque forme. Il faut savoir que les gommes, globalement, bah, ça fait un peu mal à l'estomac. Mais par contre, les avantages, bah, que ça peut avoir un goût sympa. Les pastilles, c'est un peu plus fort en bouche. Ça fait un goût très poivré, en fait, le goût de la nicotine. Ainsi que les comprimés, c'est un peu le même genre, c'est assez poivré. Et donc, du coup, bah, toutes les formes orales, en général, même le spray, ils ont tendance à donner un peu d'acidité dans la bouche, un peu de reflux. Voilà. Mais principalement les gommes parce qu'il y a l'aspartame. Le spray, bah, c'est très fort en bouche, mais en général, au niveau des reflux, ça va. Euh, et alors, au niveau des autres formes orales, là, je ne l'ai pas mis là, mais il y a la vape, en fait.
La vape, du coup, c'est une vapeur, c'est de la vapeur de nicotine, la nicotine qui est mélangée avec un substrat là, avec un e-liquide. Et du coup, cette vapeur de nicotine, c'est dans la bouche, principalement, qu'elle va être absorbée. Donc là, chez les personnes qui vapent, qui prennent une cigarette électronique, il faut qu'ils crapotent, en fait, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils gardent cette fumée dans la bouche pour bien absorber la nicotine. Ça sert à rien qu'ils tirent dessus comme sur une cigarette et que ça aille jusqu'au poumon. Ça n'aura pas vraiment d'intérêt en termes de substitution nicotinique. Et en plus, ça peut être plus irritant. Donc les personnes qui vapent, il faut leur expliquer qu'ils ne doivent pas vaper comme ils fumeraient. Le principe, ce que je disais tout à l'heure, c'est une cigarette égale 1 mg de nicotine. Donc on va essayer de combiner des patchs. On va calculer effectivement les patchs qui vont se rapprocher le plus du nombre de cigarettes par jour. Et puis ajouter une forme orale à volonté en fonction des besoins. En gros, il n'y a pas de contre-indication. Quand on dit qu'il y a un risque de surdosage en nicotine, le surdosage en nicotine, ça va donner principalement comme effet indésirable d'être dégoûté de la cigarette. Donc c'est ça qu'on recherche. Après, les autres effets indésirables potentiels, des fois, il y a des genres de sensations de palpitation. Dans ces cas-là, on va être un petit peu vigilant quand même, surtout s'il y a des risques cardiovasculaires, et on va diminuer un petit peu les dosages. Mais en gros, voilà, quand on est surdosé en nicotine, on a une sensation de bouche pâteuse, un peu nauséeux. Voilà. Quand on est en sous-dosage, eh ben, on a les signes de manque dont je parlais tout à l'heure, d'irritabilité, etc. Voilà, aucune contre-indication. Seule chose, là, pendant la grossesse, on va proposer d'avoir des formes qui sont un peu plus lentes. C'est-à-dire, on va privilégier, notamment au niveau des formes, pour les formes de substituts rapides, il y a plusieurs dosages. Et donc, plutôt que de proposer des gros dosages pour qu'ils font des gros pics, c'est de prendre des petits dosages plus régulièrement. À savoir que pendant la grossesse, les femmes enceintes ont souvent besoin de plus de nicotine globalement en quantité du fait de la biodisponibilité en fait. Voilà. Donc, ce qu'on va expliquer aussi, c'est qu'il peut y avoir des effets indésirables des patchs. Je disais tout à l'heure que les patchs, c'est très fréquent que ça soit intéressant d'en prendre dès lors qu'on est à plus de 10 cigarettes par jour. Mais il peut y avoir des effets indésirables. Principaux effets indésirables, ça va être ça gratte. Alors pour ceux qui disent que ça gratte, on peut passer sur d'autres types de patchs. Donc si on a commencé par les nicopatchs, qui sont quand même en général les plus prescrits en première intention, nicopatch sur 24 heures, on peut aller sur les nicotines, voilà, ou sur les Nicorette-Skin. Voilà. Et puis on peut essayer de varier un petit peu les zones où on va mettre le patch. Il y a des zones où en fait ça a tendance à moins gratter, et notamment sur le pied. Alors c'est pas très connu, mais vraiment les gens qui veulent mettre des patchs, mais qui n'ont pas réussi à trouver de zone où ça gratte pas, bah, ils peuvent essayer de le mettre sous la plante de pied. Alors c'est pas forcément toujours très confortable pour marcher, mais s'ils peuvent le mettre sur une zone où il n'y a pas forcément d'appui, où il y a moins d'appui, ça va être intéressant. Et puis l'autre effet indésirable des patchs, ce sont les cauchemars. En fait, comme la nicotine, c'est quand même un psychostimulant. Ça peut faire un sommeil agité. Mais en général, en première intention, chez les gens qui sont très dépendants physiquement et notamment qui ont besoin de fumer dès le réveil, il vaut mieux essayer en première intention de prendre les patchs également pendant la nuit. Parce que, en l'occurrence, ils risquent de mal dormir parce qu'ils seront en manque de nicotine. Mais donc voilà, première intention, on garde plutôt le patch la nuit, et puis s'il y a des cauchemars, on l'arrête. Effectivement, on l'enlève le soir, ou alors on prend un patch sur 16 heures. Voilà, et d'ailleurs on peut le mettre sur l'ordonnance, par exemple, on va mettre un patch Nicopatch, ou alors dispositif transdermique, 21 mg sur 24 heures, à coller dès le matin sur la peau sèche, à conserver 24 heures, sauf si cauchemar ou difficulté d'endormissement. Voilà, donc vous pouvez le mettre sur votre ordonnance initiale.
Et puis les substituts oraux, voilà, on peut mettre le type de voilà, à volonté, si envie, voilà, qui dure plus de 2 minutes, hein, comme je vous disais tout à l'heure. On va essayer, quand même de détourner l'attention, pendant 2 minutes et voir si la vague d'envie, est passée. Voilà, donc on va adapter le dosage, sous-dosage ou surdosage. Savoir que la cigarette roulée, comme je vous disais en début de présentation, c'est plus fort que la cigarette, ça vaut en général 2 voire 3 cigarettes. Donc quand on va calculer le nombre de nicotine à prescrire, une personne qui fume finalement 5 roulés, bah, c'est comme si elle fumait 10 cigarettes industrielles. Voilà, les cigarios, c'est encore un petit peu plus fort. Les cigares, vous imaginez 10 cigarettes. Voilà. Et du coup, les paquets de 30 grammes, ça fait à peu près 60 cigarettes roulées. Et les joints, bah, du coup, effectivement, les joints de cannabis qui sont avec du tabac, et bien en fait, c'est très fort parce que déjà, il n'y a pas vraiment de filtre. Et en plus, le cannabis combiné au tabac, en fait, va potentialiser les effets de la nicotine. En général, effectivement, les consommateurs de joints, ils sont pas trop au courant, mais ils sont très dépendants à la nicotine. Pour ceux qui fument quand même plusieurs joints par jour, mettons les personnes qui fument 4 joints par jour, vous imaginez bien, ils sont déjà quasiment à 16 cigarettes, quoi. Vont vraiment avoir besoin de nicotine s'ils veulent arrêter de fumer. Le tabac et la prise de poids. Si j'arrête de fumer, je vais automatiquement prendre 10 kilos. Eh bien non, c'est faux. Mais bien préciser alors aux patients, il y a pas mal de patients qui veulent pas forcément prendre de nicotine, qui disent bah moi je vais y aller à la dure, c'est ça le plus important, c'est la motivation, la volonté, etc. Et en fait, en réalité, quand on y va à la dure et quand on prend et qu'on prend pas de nicotine, il y a beaucoup plus de risques de prendre du poids, justement, puisque la nicotine agit comme un coupe-faim. Et quand on arrête d'un coup le coupe-faim, eh bien, en fait, on a beaucoup d'envie de grignotage, etc. Alors, il y a souvent une prise de poids initiale, même quand on est bien substitué à la nicotine, hein, en fait, parce que sous tabac, en fait, quand on fume, on est tendance à être plutôt en sous-poids. C'est 2 à 3 kilos en moyenne et en général, quand on arrête de fumer, on va se remettre aussi à être plus actif, donc on va souvent pouvoir perdre plus facilement. Donc là où ça peut être problématique, c'est quand il y a un comportement alimentaire qui est pas adapté. Et donc du coup, il faut pouvoir vraiment repérer ces aspects-là et les accompagner. Et donc ce qu'on voit, c'est 30% des fumeurs ne prennent pas de poids en arrêtant de fumer. Il arrive même que quelques-uns en perdent. Donc les conseils, manger équilibré, faire de l'exercice, limiter l'alcool, etc., etc. Donc les enquêtes alimentaires. Alors, dans certains cas, l'objectif, c'est pas forcément l'arrêt, ça peut être une réduction, un objectif de réduction des risques, notamment si le fumeur qui ne peut pas ou enfin qui ne veut pas s'arrêter. Donc on peut essayer, on peut quand même proposer des substituts nicotiniques, on peut proposer notamment des patchs, et puis la personne va tester le patch, va se rendre compte que finalement ça marche plutôt bien déjà pour diminuer, et puis va se rendre compte qu'il y a des bénéfices à diminuer déjà, et puis la motivation peut venir dans un deuxième temps en fait. Donc ça peut être un premier pas vers l'arrêt. Fumer avec des patchs, c'est possible, hein, bien sûr. Là, on disait donc patch plus substitut nicotinique oral, ou alors patch plus la vape, ou alors patch plus substitut plus la vape. Hein. Juste petit conseil là par rapport à tous ces aspects-là, l'idée c'est que ça soit temporaire en fait. C'est-à-dire qu'on va mettre ces substituts nicotiniques pour les gens qui veulent arrêter, effectivement, bah, ils peuvent arrêter progressivement ou d'un coup, en fonction du choix de la personne. S'ils décident d'arrêter progressivement, bah, ils commencent avec le patch et puis ça va les aider déjà à diminuer. Et puis ils vont rajouter des substituts nicotiniques en plus
hein, et puis ils vont diminuer encore plus. Éventuellement, on va augmenter le dosage du patch par la suite pour qu'ils puissent arrêter complètement. Et puis le jour où ils ont arrêté complètement, il faut pas arrêter tout de suite les patchs et les substituts oraux. Hein, on va les diminuer très progressivement. Alors, enfin, progressivement. En général, le conseil, c'est de diminuer à peu près toutes les semaines ou 2 semaines. On va diminuer à peu près de un quart, un cinquième. Voilà. Il faut imaginer de partir sur environ 2-3 mois minimum de substitution nicotinique. Pour certains patients, ça va durer beaucoup plus longtemps, ça peut durer 5-6 mois. Mais ce qui est important, c'est vraiment d'aller vers l'idée d'arrêter complètement par la suite. Et c'est pareil pour la vape. Hein, on va vraiment conseiller que les gens qui utilisent la vape pour essayer d'arrêter de fumer, si possible, qu'ils ne gardent pas la vape par la suite. Pour plusieurs raisons. La vape, déjà, même si c'est beaucoup moins risqué que le tabac, en fait, c'est 20 fois moins risqué que le tabac sur la plupart des études, ça a quand même des effets indésirables. Alors ça donne de l'acidité dans la bouche, ça a tendance à donner ça peut donner des mycoses. Ça déshydrate, hein, parce que il y a beaucoup de vapeur d'eau en fait voilà, donc ça a tendance à déshydrater. Ça a un certain prix, ça demande une certaine logistique. Ça peut être irritant pour les bronches si c'est mal réglé, si c'est mal nettoyé, si effectivement ça chauffe trop. Voilà. Et puis ou alors si on l'utilise trop souvent, voilà, ça peut être quand même un irritant. Et puis l'autre problème de la vape sur le long terme, c'est que si elle casse ou si on la perd, et en général, les gens ils se remettent à fumer des cigarettes parce que c'est peut-être le plus pratique, le plus facile, parce que ils n'avaient pas forcément à disposition un magasin de vape avec exactement le type de vape qui leur convenait, etc. Donc ils vont aller peut-être plus facile, donc sur la cigarette. Voilà la raison pour laquelle on va plutôt préconiser d'utiliser la vape plutôt de manière temporaire et de ne pas le garder sur le long terme. Au niveau des messages aussi, par rapport aux patients qui disent moi j'ai déjà bien diminué, donc ça va, là je vais m'arrêter là, j'étais à 20 cigarettes, maintenant je suis passé à 3 cigarettes. Maintenant que j'ai fait tout cet effort-là, je vais m'arrêter là, quoi. Enfin, je continue à fumer à 3 cigarettes. En fait, on sait que dès les premières cigarettes, les risques cardiovasculaires sont bien augmentés. Autant effectivement sur les risques respiratoires, la personne qui passe de 20 cigarettes à 3 cigarettes, elle améliore vraiment son souffle, elle s'améliore vraiment, elle diminue vraiment le risque d'insuffisance respiratoire, etc. Mais sur le risque cardiovasculaire, les effets toxiques cardiovasculaires sont déjà hyper importants dès les premières cigarettes. Donc, dans l'idéal, on va viser l'abstinence. Là, surtout dans ce cas, parce que je présentais le cas de quelqu'un qui a des problèmes cardiovasculaires. Et puis, on a des médicaments plutôt en deuxième intention, lorsque vraiment les gens ont essayé déjà les substituts nicotiniques. On a le Champix, qui dégoûte de la cigarette, le bupropion, qui est un genre d'antidépresseur aussi, qui va aider à gérer l'émotion de l'arrêt. Et donc, par rapport à ces aspects-là, bien prendre en compte qu'il faut prendre en charge les troubles de l'humeur préexistants, puisque effectivement, lorsqu'on va arrêter de fumer, il peut y avoir un déséquilibre au niveau de l'humeur, et notamment, on peut observer une sorte de baisse de morale transitoire environ 1 mois après l'arrêt, qui est liée au fait que la cigarette, dans les composants de la cigarette, il y a des composants qui ressemblent à des antidépresseurs IMAO, c'est des types d'antidépresseurs. Et que donc c'est logique que effectivement lors des phases de sevrage, il peut y avoir aussi une baisse de morale par perte de cet effet. Dans certains cas, on va même proposer un antidépresseur classique, hein, type Deroxa, sertraline, etc. Puisque pour les personnes qui ont effectivement un trouble de l'humeur préexistant, il y aura une meilleure efficacité du sevrage si ce trouble de l'humeur est pris en charge. Les méthodes alternatives, c'est que effectivement l'hypnose ou la relaxation, voilà, je vais les mettre un peu ensemble,
la méditation, la sophrologie. Voilà, toutes ces méthodes-là vont permettre à la personne d'atteindre un état de relaxation, en fait, et de venir chercher un peu un état détendu qui vont peut-être favoriser une meilleure prise de conscience, une meilleure prise de décision aussi. Voilà, et puis l'acupuncture aussi, peut-être, en termes voilà, des points d'acupuncture qui sont connus pour détendre effectivement, ou pour renforcer la motivation. Alors l'exercice physique, bien évidemment, l'exercice physique, très bonne méthode aussi pour essayer de s'écarter de la cigarette, parce que là, pour le coup, on est vraiment dans quelque chose qui est une valeur qui s'oppose au tabac, hein, puisque là, si on fait de l'exercice physique et qu'on fume en même temps, ça va être plus compliqué. Et puis la sophrologie, alors on va dire l'art de la respiration et de prendre soin de son souffle. Là-dessus, ce que je dirais qui est assez intéressant, c'est que on va remarquer chez les fumeurs qu'un des effets recherchés, c'est pas forcément ni la nicotine, ni le partage avec les amis, ni le fait de soulager des émotions, mais ça peut être juste le fait de respirer profondément sur sa cigarette. En fait, pour les fumeurs notamment, c'est rare en fait de se retrouver dans une situation où on va respirer profondément dans sa journée. Et donc prendre conscience que ces moments où on va fumer, c'est des moments de respiration. Finalement, ça permet de prendre conscience que le besoin n'est pas forcément la cigarette, mais plutôt la respiration. Voilà. Et du coup, dans la pause clope, c'est pas la pause qui pose problème. Hein, faut continuer à faire des pauses. Je vois tous les gens qui arrêtent de fumer, qui prennent plus de pause, qui sont surmenés là. Donc je dirais que les messages clés là, je les ai pas mis là, mais donc le repérage précoce, intervention brève, c'est si possible repérer de manière le plus précoce possible, voilà, de manière un peu systématique ou opportuniste, mais de ne pas hésiter à poser la question aux patients, notamment aux jeunes patients, mais pas que aux jeunes. Et puis de proposer ensuite une intervention brève, en fait finalement avec des messages assez simples, une proposition de soutien, ça peut déjà faire germer des motivations. Et puis l'autre message, c'est donc sur la nicotine. En général, associer un substitut en libération prolongée, qui est donc un patch, et un substitut en libération rapide. Mais rapide, attention, c'est pas si rapide que ça. Ça peut être au moins 5 minutes pour le spray, comme je disais, mais sinon, la plupart des substituts nicotiniques, ça va être au moins 20 minutes. La vape, c'est à peu près 10 à 20 minutes aussi. Voilà. Et puis, je pense que tout le monde peut, voilà, tout professionnel de santé peut se saisir de ces informations-là et puis transmettre, et puis l'entourage aussi peut aider. Donc, je vous remercie. Là, je vous remercie. Là, le nombre de, voilà, les professionnels qui peuvent prescrire, voilà, je crois que je m'étais pas trompé tout à l'heure. Il y a des sites, il y a des lignes téléphoniques pour aider les personnes. Il y a des brochures, n'hésitez pas aussi à en imprimer, etc. Et puis il y a des groupes d'entraide.